Bienvenue dans le podcast Les Graines by Seedwork qui vise à semer les graines du facteur humain pour promouvoir les innovations sociales au travail. C'est la première participation des graines au Podcaston. Pour rappel, le Podcaston, c'est un événement international qui a pour but de mobiliser la communauté des podcasteuses et podcasteurs pour mettre en avant et valoriser une association caritative ou un collectif défendant une cause. Et c'est avec une grande fierté que cet épisode Podcaston 2025 est consacré au collectif Phoenix Queer à Dieppe. Il s'agit d'un collectif pour les personnes LGBTQIA+, de Dieppe et ses environs, qui veulent se retrouver lors des actions militantes, des rencontres intra-communautés, des actions de solidarité, d'éducation, de sensibilisation et de fête. L'accent est mis sur l'entraide et le vivre ensemble. Le vivre ensemble, la tolérance et la diversité sont des valeurs essentielles. Alors je vous propose d'en savoir un peu plus en allant à la rencontre de deux coordinatrices de ce collectif, Émilie et Jo. Cette rencontre a lieu à l'Inattendu, un espace de développement d'activités variées, respectueuses des valeurs écologiques, solidaires et éthiques, alliées à des propositions artistiques et culturelles sur le pays diepois. Bonjour Émilie et Jo, merci de m'accueillir ici à l'Inattendu. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux et ensuite m'expliquer un petit peu qu'est-ce que le collectif Phoenix Queer ? Bonjour, bienvenue à l'Inattendu. Donc, je suis Émilie, fondatrice et coordinatrice du collectif Phoenix Queer et je suis coordinatrice de projet à l'Inattendu. Bonjour, moi c'est Joanne Waldock, je suis coordinatrice également du collectif Phoenix Queer. Dans ma vie perso et pro, je suis coach et écrivaine, coach thérapeutique et coach en business. Très bien. Et donc, on est ici à Dieppe. Et justement, qu'est-ce que le collectif Phoenix Queer ? À quel moment ce collectif a été constitué et pourquoi ? Alors, le collectif a 2 ans ce mois-ci. Fondamentalement, c'était une association qui s'appelait God Save the Queer, mais qui, comme toute association, a présenté des problèmes structurels. C'est assez compliqué en France de monter une asso et de la pérenniser. Il faut fidéliser ses bénévoles, il faut avoir un bureau. Donc ça, ces problèmes d'organisation ont fait que l'association ne fonctionnait plus à un moment donné. L'idée, ça a été de se calquer sur ces modèles américains et canadiens de collectifs, puisqu'il y a beaucoup de souplesse au niveau du fonctionnement, de l'organisation. Et du coup, chacun peut venir comme il est, comme il veut et quand il veut surtout. On n'impose rien aux bénévoles, on ne demande même pas de cotisation, par exemple. Chacun ramène son temps et le gère comme il peut. Donc, on a fermé la partie associative et on a réouvert en collectif et il a fallu trouver un nouveau nom. Toujours compliqué de trouver un nom qui soit un peu qui percute et que les gens comprennent, sachant qu'on a amené aussi ce côté collectif qui était quand même assez nouveau sur Dieppe. L'idée, ça a été de présenter les queers, donc il fallait impérativement que ça reste dedans. Et comme on avait fermé l'asso, on s'est dit que le mot phénix permettait de montrer qu'il y avait une renaissance et qu'on n'oubliait pas cette partie asso, mais qu'aujourd'hui, il fallait un peu évoluer. Donc on a choisi, avec le président de l'époque, Iliane Duc, de fermer l'asso, de monter ce collectif Phoenix Queer et d'essayer de rassembler les gens, toujours sur cette égide de lutter contre les discriminations et faire en sorte que le monde soit quand même meilleur et qu'il soit quand même plus éthique, plus viable et que les gens arrêtent de se juger. Alors justement, est-ce que vous pouvez, l'une et l'autre, expliquer un petit peu plus à nos auditrices, auditeurs, ce qu'on met derrière justement le mot queer et finalement, qu'est-ce qui, à l'origine, a montré ce besoin de créer ce collectif ou en tout cas d'agir justement ? Quelles sont les situations rencontrées et voilà, qui vous ont fait vous engager pour défendre ces droits ? Queer, c'est un terme un peu parapluie, en fait, ça rassemble facilement, c'est plus axé surtout en France, les connotations sont plus en lien avec la sexualité, mais ça peut également être en lien avec le genre. Et queer, c'est juste, à la base, le mot anglais, ça voulait dire bizarre en fait. Et c'est une insulte, une injure pendant très longtemps que subissaient les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, etc. Et puis il y a eu une reprise, une récupération de ce mot de la part de la communauté, de certains membres de la communauté. Et donc queer, si tu te dis queer, tu sais que tu rentres pas dans la norme imposée par la société, et que ce soit en termes de sexualité,
en termes de mode de vie même. Enfin, il y a des personnes qui sont dans une relation avec deux sexes différents, de genres différents, mais qui vivent pas forcément de façon monogame ou genre la norme sociétale en tout cas. Ces personnes-là peuvent s'identifier comme queer. Voilà. Donc finalement, le terme englobe des situations, plusieurs choses, des situations variées. Oui, plusieurs identités variées possibles. Aussi. Ouais. Et justement, quels sont un petit peu vos constats qui ont été à l'origine, ou en tout cas qui ont montré ce besoin de créer, d'agir et de créer un collectif? À la base, moi, j'étais rentrée dans l'association pour du festif. Voilà, je voulais faire des rencontres amicales ou amoureuses. J'avais pas volonté de m'engager sur le terrain queer. Pourquoi ? Parce que ça peut être compliqué. J'avais déjà subi de l'homophobie dans ma vie. J'avais pas envie de me remettre sur ce terrain-là, en tout cas. Quand l'association a battu de l'aile, je voyais quand même qu'il y avait besoin d'avoir une communauté, qu'il y avait besoin d'une visibilité. Parce que j'ai pas forcément envie de me battre et de m'afficher en tant que lesbienne, mais c'est nécessaire pour que des gens se sentent bien dans leur peau, qu'ils puissent identifier qu'une lesbienne peut me ressembler, qu'elle peut avoir une super vie, et je ne suis pas un détritus comme certains pourraient le penser. Donc là, ma façon de penser a été un peu remodelée, mais c'est en côtoyant des gens comme Joanne, comme Iliane et comme tous les membres du collectif association à l'époque. Il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on soit visible pour que les choses avancent. Donc à un moment donné, c'est se montrer pour pouvoir gagner des droits, gagner en normalité. Et je mets des guillemets que vous ne pouvez pas voir, mais je mets des guillemets sur cette normalité. C'était vraiment cette idée-là. À Dieppe, il y avait quand même des problématiques. Il y avait quand même des agressions homophobes, transphobes. Il y avait toujours des insultes sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait une nécessité quand même quelque part de dire à tous ces gamins, parce qu'on a quand même aussi beaucoup d'adolescents qui viennent nous voir, qui s'interrogent, on est là et c'est OK. Tu vas avoir une part difficile, mais nous, on est là en fait. On est une famille et on peut être une source positive pour toi et on va te montrer le chemin. Déjà, être visible, exister. Alors justement, Jo, tu voulais réagir ? Ouais, je voulais réagir surtout sur la partie visibilité. En fait, pour moi, le point important du collectif, c'est on n'est pas juste visible. Genre, Émilie, elle n'est pas juste visible en tant que la lesbienne qui se balade dans la rue. Moi, je suis pas visible en tant que la personne trans, la femme trans qui se balade dans la rue. Mais on est visible en tant que, justement, en tant que famille. On est visible en tant que collectif, en tant que communauté. Et on s'entraide. C'est ça, pour moi, en tout cas, ça a été ça, la raison pour laquelle je voulais rejoindre l'association comme c'était à l'époque. Et puis que malgré moi, enfin c'était malgré moi et malgré Amélie, le fait qu'on soit devenus les co-coordinatrices, on ne voulait pas ni elle ni moi. Finalement, ça s'est fait un peu naturellement. Ça s'est fait parce qu'il y avait besoin et puis on avait les capacités, on va dire, de le faire. Et puis on savait que c'était important que ça soit fait. Il n'y avait personne d'autre, donc vas-y, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Alors justement, j'imagine que vous mettez en place différentes actions. Déjà ce soir, il y a une réunion d'information, d'échange qui est organisée. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Émilie ? Et puis aussi, avec Jo, expliquer tous les types d'actions que vous menez sur le territoire. Alors aujourd'hui, on est le 20 février, jour de l'enregistrement. C'est la journée mondiale de la justice sociale. Donc c'était important pour nous de montrer qu'on est là. Et surtout de parler avec les gens des droits des LGBT aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout est évolutif et à chaque fois qu'il y a des crises politiques, ce sont nos droits à nous qui sont pointés du doigt. C'est-à-dire qu'on est une minorité, mais c'est toujours nous qui creusons le problème de la Sécu, les problèmes à l'hôpital. Tous les problèmes, ce sont les LGBT. Sauf qu'en fait, on n'est pas énorme. Les personnes en transition, c'est moins de 1%. Donc, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont causer le déficit de la France. Donc, il faut en fait repositionner l'Église au centre du bon village. Et c'est important d'expliquer aux gens et aux Diepois de faire une conversation. On va converser avec eux sur les droits des LGBT et répondre à leurs questions par rapport à ça. Les droits des LGBT, c'est pas juste nos impôts et notre mariage pour tous. On a aussi d'autres combats à côté qui sont des accès, des formations, comment être accueilli dans différents endroits. Donc ça, c'est hyper important de montrer aux gens qu'il y a encore des limites aujourd'hui. On reviendra dessus tout à l'heure sur ma casquette aussi du monde de l'entreprise, comment les entreprises arrivent à gérer cette question-là aujourd'hui, finalement, et à se former et à intégrer et accompagner l'ensemble de ces équipes.
Après, sur nos différentes actions, on va avoir une table d'information pour le 8 mars, la journée des droits de la femme. Donc ça, c'est en lien avec la mairie de Dieppe. Chaque année, on est invité pour travailler autour d'une thématique. Cette année, ce sont les femmes qui avancent dans l'âge, les femmes seniors. Donc on va essayer de travailler cette thématique et de présenter aux gens que sont devenues les militantes lesbiennes des années 80. C'est quoi une femme queer aujourd'hui ? Parce que c'est pas que les lesbiennes, c'est aussi les femmes qui sont en transition, c'est aussi les femmes qui sont bisexuelles. Donc essayer de montrer tous ces chemins possibles et effectivement nos accès en EHPAD, les limites. Voilà. Et pour les autres actions, je vais passer la main à Joanne qui me regarde avec des magnifiques yeux. Vous complétez parfaitement bien. Donc oui, les autres actions qu'on mène, on a réinstauré les permanences queer, du coup, le 2e samedi et le 4e dimanche du mois. Donc, on se réunit, on fait une permanence. Et les gens qui ont envie de venir viennent. On boit un café, on discute. Et puis, c'est tout, en fait. Parce que on nous dit souvent, la semaine, le soir en semaine, c'est pas possible. Ou sinon, si vous faites que des choses genre à la Sirène Barbe ou des trucs plutôt festifs en dehors de la ville, c'est pas accessible pour moi. Donc, j'aimerais bien un truc genre doux. J'aimerais venir juste autour d'un café. Donc, voilà, on a mis en place ces permanences-là. Donc, c'est au Cambridge. On va entendre le petit accent britannique. Oui, mais c'est très bien. On voit qu'il y a l'origine britannique qui fait qu'il n'y a pas cet accent affreux français. C'est ça, donc le Cambridge Pub, à Dieppe le samedi matin, le 2e samedi du mois, et au French Coffee Shop le 4e dimanche du mois. Moi, j'ai mis en place aussi, il y a quelques mois, des groupes de parole pour les personnes trans. Alors, ils sont ouverts aux personnes trans, aux personnes non-binaires, aux personnes qui se remettent en question, qui questionnent leur genre, etc. Et c'est vraiment... Moi, je travaille pas mal dans la péridance dans ma vie professionnelle. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur ce qu'est la péridance pour les auditeurs auditrices Donc, c'est moins hiérarchique. Et c'est plus les gens qui sont concernés qui partagent leur vécu, leur passé. S'entraider, en fait, finalement. Voilà, c'est de l'entraide. D'accord. C'est de l'entraide, mais où l'expérience, elle est encore plus valorisée que, par exemple, un diplôme. Moi, j'ai les diplômes aussi, mais voilà, c'est surtout, pour moi, en tout cas, c'est mes expériences qui parlent le plus et qui sont plus utiles aux autres. Donc, moi, j'anime ce groupe de parole pour les personnes trans. Et on voulait aussi répondre à un besoin, à une demande claire et nette de la part des entourages des personnes trans qui comprennent pas et qui veulent poser des questions, mais qui osent pas forcément, qui veulent pas blesser, qui veulent pas être maladroites, etc. Et du coup, là, c'est une collègue et une copine du collectif, Chloé Toutain, qui est psychologue, qui, elle, anime 1 mois sur 2 un groupe de parole pour les entourages des personnes trans. Oui, voilà. Finalement, il y a toute cette problématique de comment aborder la question et être... c'est-à-dire qu'il y a des craintes parfois de personnes de commettre des impairs ou de de pas trop savoir comment se positionner par rapport à ça. C'est souvent justement à ne pas vouloir faire de fautes ou faire de bourdes qu'ils en font plein. Oui. Ou que ça blesse encore plus la personne directement concernée. Ouais. Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de grandir avec des personnes transidentitaires. Donc, quand on se retrouve à l'âge adulte face soit à son enfant qui fait sa transition ou à un autre adulte qui a transitionné, on n'a vraiment pas envie de blesser la personne. Mais comme Joanne le dit, à force de penser qu'on va blesser, en fait, on va blesser parce que c'est nous-mêmes, on se met des barrières. On a l'impression que la personne a changé, mais non, c'est la même personne, en fait. C'est juste qu'il faut l'écouter, il faut discuter. Donc, le meilleur conseil, c'est juste de lui poser des questions, gentiment, poliment, et pas sur l'entrejambe. Voilà. Après, on essaye de montrer ça dans le collectif, c'est que le parcours de transition n'est pas unique. Chaque personne a son parcours. Donc, en fait, il
Il y a des questions, en fait, on se les pose même pas, quand on s'en fout. Non, mais chaque personne trans est unique comme chaque personne cis. Il y a toujours... moi, j'ai en tout cas ce qu'on nous reproche ou la case dans laquelle on nous met souvent, c'est est-ce que tu vas te faire enlever les seins? Est-ce que tu vas te faire mettre les seins? Est-ce que tu vas te faire enlever quoi que ce soit en bas? Est-ce que tu vas te faire mettre quoi que ce soit en bas? Et en fait, c'est pas la transition, elle n'est pas que physique, elle est très très peu sur ça. En fait, c'est le vécu, c'est le vestimentaire, c'est les prénoms, c'est les pronoms, c'est les comment tu t'identifies, comment ta famille elle t'a accueilli, comment tes proches, les gens qui t'aiment, qui t'ont toujours connu, comment est-ce que tu vis avec ça, et pas que alors tes nouveaux seins ils vont faire quoi comme taille. C'est des choses que vous avez remarquées, ça, comme réaction, en fait, c'est souvent appréhendé comme ça. D'accord. Que ce soit surtout accès physique. Oui. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Enfin, moi... c'est un des constats. Oui. Ouais. Moi, c'est quasi toujours ça. Hein. Moi, je suis malheureusement toujours attiré par les mecs. Et les mecs sur les sites de rencontres, dès qu'ils savent que je le marque dans mon profil. Donc, normalement, ils le savent. Ils le sauraient s'ils savaient dire. Mais dès que je reprécise le fait que je suis trans, 4 fois sur 5, la réponse est « Ok, t'es opéré ?» ou juste opéré genre sans quoi que ce soit d'autre. Et là, ok, c'est les sites de rencontres et tout ça, mais ça montre que très très souvent, quand on pense encore plus à une femme trans, on va surtout penser niveau pornographique et on va penser sexuellement et du coup c'est ça qui interpelle. Mais pour les entourages, pour les parents, j'espère que les parents ils vont pas avoir cette cette réaction ou réflexe. Oui. Je pense que ce serait important à l'école d'expliquer aux gens la différence en fait entre le sexe biologique et en fait l'identité de genre. C'est là que ça coince en réalité, parce que c'est pas ce qu'on a dans le slip qui définit qui on est. Mais aujourd'hui, si. La preuve, à la naissance, c'est pénis garçon, vagin fille. En fait, il y a pas d'autre choix possible. Et on est éduqué comme ça. Donc forcément qu'on est formaté comme ça, on va répondre à toutes ces injonctions de la société. Et quand on s'adresse aux autres personnes, on va sortir ces cartes pourries de « Ah, mais t'es une femme, donc il faut que tu aies un vagin et des nichons quand même, hein, parce que sinon ça marche pas. T'es un mec, il faut que tu aies des muscles, des poils et un pénis. Et puis un pénis, il faut quand même que ce soit gros, hein, parce qu'un petit, ça sert à rien, on nous l'a appris. Hein. Donc... Les injonctions, c'est en fait sur les deux identités de genre classiques, mâle et femelle, et c'est ça qui pose problème. Et avec les personnes qui sont intersexes et toutes les personnes qui n'ont pas envie de s'identifier de toute façon. Mais on nous a appris à se mettre dans des cases et à répondre à des codes. Et ça, c'est hyper problématique. Et dans le collectif, on essaye aussi d'expliquer aux gens qui viennent qu'aujourd'hui, vous pouvez être... lesbiennes ou hétéros, parce qu'on a aussi des hétéros en alliés, et c'est ok, on les accepte, on n'est pas hétérophobe. Mais de dire effectivement, dans ta vie, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui te fera penser différemment, ou tu auras envie d'avoir une autre sexualité, parce que tu auras rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un, voilà, ça vous regardera en fait, et c'est ok. Et justement, par rapport aux actions que vous menez, au public que vous touchez, est-ce que c'est des personnes qui viennent vous voir dans le temps? Vous avez des nouvelles personnes régulièrement qui viennent? Enfin, comment vous décririez un petit peu globalement, je dirais, le public que vous arrivez à toucher sur le territoire? On a quand même beaucoup de passages. Moi, je vois surtout sur les tables info. Je fais beaucoup les tables info. Donc, il y a des gens qui se questionnent et qui nous questionnent. Soit ils connaissent pas du tout LGBTQIA+, qu'on n'a pas présenté. Oui, donc, d'ailleurs, ça peut être intéressant. On va le faire en deux. En deux, vous allez chacune va faire une lettre. Alors, lesbienne. Ah, gay. Bi. Trans. Queer. Intersexe. Ah, moi, c'est les adelphes maintenant. Je mets tous les adelphes. J'aime bien le A. Alors, adelphes, asexuel, aromantique. Adelphes, la définition... Ouais, c'est ça. C'est frères-sœurs, mais non-genrés en réalité. D'accord. C'est les membres de ta famille que tu choisis déjà et que tu identifies pas par un genre, par une sexualité. On devrait tous, normalement, être des adelphes les uns les autres, mais à nouveau, cette problématique c'est le fait de dire cases. c'est mon frère ou ma sœur, c'est-à-dire qu'on reproduit des cases, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Et le plus?
Et le plus, c'est pour toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le LGBTQIA, parce qu'il y a énormément en fait de sexualité, il y a plein de possibilités de genre. En fait, chaque personne est unique. Et ça, c'est un message, je pense, très très important en termes de sensibilisation, justement de ne pas chercher à catégoriser, à mettre dans des cases et déshumaniser, en fait, finalement. Oui. C'est pour ça que moi, j'aime tellement le mot queer, en fait. Comme je disais, je suis encore malheureusement attirée par les par les mecs. Et du coup, moi, qui est transitionné donc, à 35 ans, j'ai commencé ma transition à 35 ans, pendant plus de 20 ans, je m'identifiais pas vraiment en tant que garçon, mais en tout cas, j'étais affiché garçon qui était attiré par les autres garçons. Donc, j'étais un petit PD, j'étais un petit homo, j'étais un petit... Enfin, voilà. En tout cas, c'est la présentation et la représentation que j'avais. Et du coup, maintenant... Parce que les personnes trans peuvent être homosexuelles, comme bisexuelles, comme hétérosexuelles. C'est pas que les personnes cis qui peuvent être lesbiennes. Enfin, une lesbienne, elle peut être trans, elle peut être cis. Voilà. Et pour les auditeurs auditrices, quand vous dites les personnes cis, ça signifie les personnes dont l'identité de genre correspond à celui qui leur a été assigné à la naissance. Okay. Donc, en gros, c'est juste les personnes pas trans. Ok. Voilà. Ça marche. Ferme la parenthèse. Oui, non, merci. Mais si, ça, c'est l'opposé de trans, en fait. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme queer, parce que moi, j'ai grandi dans la culture queer. Et maintenant, je peux pas, même si je suis attirée par les mecs et que moi, je suis une meuf, normalement, on dirait que je suis hétérosexuelle. Mais mes codes sont queer, ma culture elle est queer, mes convictions sont queer, donc moi je suis forcément queer. Voilà. Après il y a d'autres personnes trans qui sont attirées par un genre pas comme le leur, qui se définissent comme hétérosexuels, et ça c'est tout à fait ok. Voilà. Oui, finalement chacune va s'identifier comme elle se sent aussi, il ou elle se sent le mieux, mais ça nécessite aussi d'accompagner, de sensibiliser les personnes qui appréhendent pas forcément toutes ces situations. Et tu disais, Émilie, par rapport au public que vous accueillez, qu'il y a des personnes un petit peu nouvelles aussi qui viennent vous voir régulièrement. Oui, parce qu'on n'a que 2 ans. Même si moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans en termes de volume de travail, mais on n'a que 2 ans. Donc il y a des gens qui viennent parce que effectivement ils savent pas ils savent ce que c'est qu'une personne lesbienne, une personne en transition, on s'entend bien là-dessus, mais ils ne connaissent pas le collectif et ils ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir des problématiques. Voilà, c'est des gens formidables. Hein. L'homophobie, ça leur paraît être un autre monde, une autre époque. Pas du tout. Quand on leur explique ce qui se passe aujourd'hui, ils prennent conscience d'une réalité. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des cafés discussions et des temps de rencontre avec les gens. Ça permet de remettre un peu nos droits d'équerre avec tout le monde. On a ces personnes donc, qui viennent sur les tables info, et après on va avoir des personnes qui vont venir de façon plus régulière parce qu'elles vont trouver finalement un soutien. Donc elles vont venir une première fois un peu timides, et puis après elles vont voir que la porte elle est quand même toujours ouverte. Et finalement, ils viennent avec leur petit bagage au fur et à mesure, et ils apprennent à se construire ou à se déconstruire, et ils vont réussir à avancer. Et on a des personnes comme ça qui sont là depuis 2 ans et qui ont évolué d'une façon formidable, et qui sont effectivement passées sur des termes de je suis une personne lesbienne, finalement j'ai fait ma transition, mais moi j'ai envie de dire que je suis hétéro. Ma transition, moi je vais pas faire ça, ou des personnes qui pensaient justement être limitées sur une sexualité, qui finalement j'ai rencontré quelqu'un, donc je bouscule en fait des codes que j'avais aussi appris. Donc c'est hyper intéressant. Moi je trouve que tout le monde devrait venir dans le collectif au moins une fois pour échanger avec les gens. 2 fois ? 2 fois. 2 fois. Ouais, faut venir 2 fois. Bon, Joanne dit il faut venir 2 fois dans le collectif parce que la première fois vous êtes trop timide. Mais la deuxième fois on prend plus la parole, on échange plus. C'est ça, après on prend sa place puisque finalement il y a cette peur toujours de l'autre.
On a peur d'arriver aussi, on débarque en communauté quand même, hein, on est un collectif, mais c'est comme tout type d'association ou de collectif, ça fait peur de franchir une porte quand on ne connaît pas les gens. Alors justement, je vous propose un petit moment d'immersion dans le café discussion sur les droits LGBTQIA+, organisé par votre collectif ce soir. Aline, attends. Et il y a un sujet dont vous avez peut-être entendu parler récemment, mais c'était le nouveau programme d'éducation à la vie relationnelle et affective et relationnelle et à la sexualité, ça. Donc les VARS, qui a été, le texte a été publié notamment par Mediapart, par certains médias, donc il y a eu des retours, tout le monde s'est un peu exprimé, à nouveau remettre en question qu'est-ce que l'éducation à la sexualité, ce qu'on résume beaucoup à ça, alors que, comme je l'ai dit, c'est éducation à la vie affective, relationnelle. Et ça, on le voit, même quand il y a des partages d'articles. Là, j'ai vu il y a pas longtemps les infos diepoises, le titre que je trouve un peu... racoleur, voilà, je cherchais le mot poli. Mais de mettre, qu'en est-il de l'éducation à la sexualité à l'école ? Alors là, les gens disent, à l'école, à l'éducation à la sexualité, alors que l'éducation à la sexualité commence au collège, déjà, dans le texte, dans le programme. Et c'est pas... Oui, mais c'est vraiment axé sur la vie relationnelle et affective. Enfin, c'est un peu un détail, mais au moins pour que les gens soient un peu sensibilisés, et comprennent. Donc là, il y a eu ce nouveau programme qui a été publié, donc sachant que c'est obligatoire depuis 2001 dans la scolarité d'avoir ces cours. Moi, j'étais encore élève, j'entrais au collège à cette date. Je n'ai eu, je pense, qu'une séance dans toute ma scolarité au lycée. Il y a le fait, du coup, d'organiser ces temps, ces Ouais. moments où, finalement, vous appelez les gens à venir vers vous, mais vous allez Oui. aussi vers le public. Je crois que sur certains concerts ou festivals ou autres, vous Oui. êtes présents aussi. Oui, on essaye en fait de s'incruster quand il y a effectivement de la prévention sur le genre et la sexualité à faire. C'est toujours hyper important quand il y a différents festivals sur le territoire. Donc on se propose de venir et de tenir en fait ce genre de table pour discuter avec les gens, pour sensibiliser et puis pour mettre aussi des paillettes dans la vie, parce que les paillettes, ça nous permet de récolter des fonds. Alors les gens pensent peut-être que je suis en train de rire, mais c'est pas vrai, je rigole pas. Quand tu dis des paillettes, On a vraiment un stand paillettes, une animation d'accord. qui permet du coup aux gens de venir. Et du coup, on présente le collectif, on va présenter nos actions. Donc, la paillette est un moyen de communiquer positivement pendant le festival D'entrer en et, lien. voilà, et de récolter des fonds, puisqu'on est un collectif et non pas une association. Donc, nous, on n'a pas de subvention. Donc, on fonctionne qu'avec des ventes de produits, des dons. Voilà. D'accord. Et vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux. Je crois que vous communiquez via Oui, Facebook, Instagram. ouais, les aussi. deux. On Les a deux, Facebook et Instagram. On vient d'avoir deux merveilleuses alliées bénévoles qui nous ont rejointes parce que on faisait plus ou moins tout toute seule, à moi et à Émilie. Et du coup, là maintenant, on a un coup de main sur les réseaux, sur Insta et Facebook. Instagram, c'est collectif _ du 8. Phoenix _ du 8. Et je mettrai tous les liens sur le ok, descriptif du podcast. Bah voilà, c'est pas comme la peine. ça, tout le monde pourra Génial. se Ouais. connecter Ouais. et vous découvrir encore plus. Carrément. Et Ouais. tu évoquais, Joe, aussi la dernière fois, le vestiaire que tu as mis en place. Oui, ouais. Donc, il y a un an et demi, j'ai fait le premier Transracing. Donc, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur Dieppe. Avant Dieppe, j'étais à Lyon. Et à Lyon, on a un Transracing génial qui est, en fait, c'est un espèce de vide dressing, mais que pour les personnes trans. Donc, les personnes... n'importe quelle personne peut aller donner ses vêtements, comme à la Croix-Rouge ou que ce soit. Parce que très, très souvent, les personnes trans, en tout cas en début de parcours, on galère à trouver les vêtements qui nous vont, que ce soit en termes de taille, en termes de style, en termes de quoi que ce soit. Puis on est souvent aussi très précaire. On est précarisé par la société du fait de nos transitions, etc. Donc, va te refaire une garde-robe à 25 ans alors que tu n'as pas de boulot et que tu ne sais pas ce qui te va. Et que ton corps, il est potentiellement en plein changement. Enfin, c'est hyper difficile. Donc, les transgressings, c'est un moment où genre, nous, pendant quelques heures, on met tous les vêtements qui ont été donnés
Et les personnes trans peuvent venir prendre ce qui leur plaît. Et puis c'est Ce qui peut être l'occasion d'échanger aussi. J'imagine, de faire des rencontres, d'échanger. Voilà, c'est ça. Sur des aspects aussi de dimension de la transition qui ne sont pas toujours évidents à appréhender, peut-être. Oui. Donc, on a comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Jaune. On a Jaune, petit chien. Petit chien sur mes genoux. Voilà, qui participe à l'enregistrement du podcast. Et je voulais juste parler de la non-mixité. La non-mixité choisie, c'est quand un événement ou quand un lieu est réservé uniquement aux personnes de cette communauté-là, exprès, de façon exprès. Et du coup, les groupes de parole pour les personnes trans, comme les transdressing, sont réservés aux personnes trans. Les groupes de parole, c'est 1 heure par mois. Le transdressing, c'est un après-midi tous les 6 mois. Ça va. On ne se cloître pas. On nous a déjà traité de communauté. Enfin, moi, de toute façon, j'aime bien de vous reprocher d'organiser certains temps qui soient non mixtes, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors finalement, c'est pas tous vos temps, c'est certains temps dédiés, mais peut-être pour pouvoir aborder certains sujets entre pairs. Exactement, parce que sinon, on se retrouve à faire de l'éducation, à répondre à des questions bien intentionnées, mais souvent mal placées ou mal formulées ou tout ça. Il faut qu'on se blinde. Moi, je sais qu'il faut que je me blinde, il fallait que je me blinde avant ce podcast, alors que je sais que tu es une bonne alliée, je sais que je suis bien là, mais il y a quand même des trucs qui peuvent trigger, qui peuvent déclencher des réactions difficiles. Donc, ces moments entre nous sont hyper précieux. Et finalement, c'est aussi hyper ressourçant, parce que ça évite de se dire, mais qu'est-ce que ça va générer? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Oui. Mais du coup, il y a quand même pour les accompagnants, 1 mois sur 2, le groupe de parole avec Chloé qui reste. Qui reste aussi. Oui. Et sur le transdressing, sur le dernier, il y avait vraiment, au niveau du lieu, il y avait une partie qui était vraiment privatisée pour les personnes en transition et le transdressing. Et on avait ouvert une petite partie à côté, café, pour les personnes qui accompagnaient et qui voulaient juste parler de la pluie, du beau temps. Oui, sur les permanences queer, c'est aussi des temps mixtes. Oui. Ouais. D'accord, oui, donc finalement, vous proposez des temps très variés qui peuvent s'adresser à toutes et tous, et des temps aussi très spécifiques pour chacun, que chacun trouve son espace pour être bien et pouvoir partager. Oui. Après, il y a des choses assez drôles parce que le collectif, depuis le mois d'octobre, on a un club de lecture, donc c'est le 4e jeudi du mois. D'accord. À l'Inattendu, à 18h30. Donc il y a un thème qui est abordé, qui est issu de mon imaginaire. Voilà, je lis beaucoup, je suis boulimique de lecture. Par contre, il y a une contrainte, ce ne sont que des productions de femmes. Voilà, moi, c'est ce que j'ai mis en thématique. Je ne veux pas parler d'auteurs. On en parle suffisamment à la télé, sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de visibilité sur les étalages. Donc là, non. Mon club de lecture, je veux parler de livres faits par des femmes. Des femmes engagées, des femmes queer. Et je me suis aperçue que les gens qui viennent ne sont que des femmes. Pourtant, je n'ai pas fermé mon club. C'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est surprenant. Et le fait d'avoir mixé uniquement avec des productions féminines, ça a fermé quelque part ce club de lui-même. Pourtant, systématiquement, je remets. C'est vraiment pour tout le monde et c'est gratuit. Et je me suis aperçue qu'il y a des gens qui viennent et qui ne lisent pas. Et ils ne lisent pas parce qu'ils ont juste envie d'échanger sur des sujets. Parce que ça se déroule comment, le club de lecture? Alors, le club de lecture, ça dure 1h30. Moi, je ramène des bouquins sur un thème. Donc, par exemple, ce mois-ci, la thématique, c'est amitié et sororité. Donc, je vais parler de bouquins que j'ai aimés, je vais les présenter. Et puis, en fait, ça nous permet d'ouvrir le sujet, soit sur d'autres supports, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas lire, mais qui vont écouter des podcasts. Oui. Il y a des gens qui ne lisent pas, mais qui vont beaucoup regarder de films, ou alors qui vont être plus sensibles à des influenceuses sur les réseaux sociaux. Et c'est OK. Finalement, tu vois, c'est quand même assez ouvert. Donc, c'est devenu un club de lecture, en fait, discussion. Tant que c'est produit par des femmes, on s'est dit que c'était OK. Donc, chacun vient avec son petit truc sur le thème et puis on va échanger dessus. Et généralement, la discussion, elle va s'ouvrir d'elle-même sur un sujet d'actualité ou sur une expérience personnelle. Et en fait, ce temps, il est hyper agréable. On a vraiment de plus en plus de gens. Alors, on est à 7, on n'est pas non plus à 15 000, c'est pas le Zénith ici. Mais c'est hyper confortable et agréable d'avoir ces temps d'échange, effectivement,
pour parler de tout. Les gens ont vraiment besoin de discuter. Donc là, le collectif, c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu une nouvelle ligne directrice, c'est vraiment d'ouvrir ces temps d'échange qui puissent permettre aux gens de trouver l'endroit où ils ont envie de venir discuter. Il y a un café, il y a des groupes de parole, il y a le club de lecture. D'accord. Choisissez. Et il y a les tables infos entre deux, les festivals. Et est-ce que vous percevez une évolution au regard du contexte, qu'il soit sociétal, politique, sur ce que tu disais tout à l'heure, finalement, dès qu'il y a une forme de crise, la communauté est visée presque de façon injustifiée. Ouais. On le voit aussi avec des politiques qui peuvent exister sur ces sujets-là. Est-ce que vous voyez-vous depuis 2 ans une évolution ou pas ? Sur Dieppe, c'est un peu ambivalent parce que y a tout le soutien qu'on peut avoir de la mairie. Et à côté de ça, quand ils font leur commission sur l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations, on apparaît juste dans le préface. C'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui de nous dire que sur le territoire français, en 2023, attention Joanne, je cite des chiffres, il y a eu 2400 crimes et délits homophobes et transphobes. Donc 2400 sur une année, je vous laisse faire le ratio, c'est quasiment 6 par jour. Et il y a eu plus de 150 000 injures homophobes, transphobes. Et ensuite, on n'apparaît pas dans les 50 pages restantes de ce rapport de commission. Mon petit côté bisounours a envie de me dire c'est parce qu'à Dieppe, tout va bien. La réalité, c'est pas ça, puisqu'on le sait au sein même de notre collectif, puisqu'on a dû soutenir financièrement une des membres qui s'est retrouvée dans une situation assez compliquée parce qu'elle a subi des agressions transphobes qui lui ont... ça a fait un effet boule de neige. Une agression a amené à une perte d'emploi, qui a amené à une précarité, qui a amené à des grosses problématiques de comment je vais finir mon mois juste pour manger. Donc on n'est même pas sur une question de loisir ou quoi, c'était vraiment je n'ai plus de quoi acheter à manger. Voilà, là, la sécurité alimentaire, elle n'était plus là, donc on a essayé de faire comme on pouvait avec nos fonds. Donc d'un côté, j'ai envie de me dire qu'il y a des accès qui nous sont toujours réservés et accordés, et c'est hyper cool. Mais à côté de ça, il y a quand même des moments où on est invisible. Il y a aussi cette partie où nous, on essaye de mettre beaucoup de choses en place, et notamment le mois de juin, l'année dernière, on a quand même fait un super mois des fiertés. Et il y a eu énormément d'actions en ville, les arcades qui ont été illuminées aux couleurs du drapeau, le front de mer également qui était aux couleurs arc-en-ciel, on a un banc qui a été mis sur le front de mer, sur l'esplanade. Ça, c'est les choses qui ont été un peu les plus marquantes, puisque on a eu du coup des petits articles dans les journaux locaux. Ces journaux ont diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a eu le portrait de 3 personnes trans du collectif, et notamment Joanne, et ça a été la porte ouverte sur les réseaux sociaux à des injures, mais c'était immonde, avec d'une part ces journaux qui ne font aucune modération, oui, et qui se permettent de dire que parce qu'on n'a pas les moyens. Mais moi, je m'en fous que tu n'aies pas les moyens. C'est qu'à un moment donné, tu n'es même pas dans un cadre légal. Donc ça va te tomber sur le coin du nez. Mais c'est ça. On a fait du signalement sur Pharos. On utilise énormément cette plateforme-là. Alors Pharos, Pharos, c'est une plateforme que tout le monde peut utiliser. Donc c'est un site internet en ligne qui vous permet, quand vous voyez de la discrimination, des injures, des appels à la haine, vous faites vos signalements en ligne. C'est comme ça que ça se passe. Si jamais, par contre, vous voyez que la personne, elle est directement visée, qu'il y a un appel au meurtre, par exemple, là, il faut directement, par contre, appeler police secours ou alors vous rendre au commissariat directement. Et surtout, si vous êtes en situation immédiate de danger, n'hésitez pas à appeler la police. Ils sont censés être formés pour ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu cette ambivalence. C'est-à-dire qu'on nous dit on vous tolère, mais alors en même temps, dès qu'on se montre, ça pose problème. Ça, c'est compliqué à gérer. Et on fait au mieux, parce qu'au sein du collectif, c'est quand même aussi assez compliqué de se dire on a besoin de visibilité, on a besoin de faire ces interviews, on a besoin d'avoir ces supports. Et finalement, la situation, amène à dire, c'est presque un acte de courage que de témoigner. C'est hyper courageux. Moi, quand mes 3 membres ont témoigné, je savais ce qui allait se passer. C'était pas on a essayé de cadrer au maximum avec le journal, et ça a été moi je suis pas satisfaite, et ils le savent de toute façon. C'est le problème du collectif, c'est qu'on est collectif, donc les décisions se prennent de façon collective. Donc le collectif avait décidé qu'il fallait continuer à être visible dans les journaux.
on a encore eu cette discussion il y a 15 jours où j'ai dit à Joanne que moi, je ne voulais plus, moi, intervenir dans les journaux. Je peux plus de voir cette merde sur les réseaux. De haine. Oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est hyper contre-productif. Déjà, si on modère tous ces gens, on leur dit... Nous, on modère. Voilà, je vais le dire comme ça. Nous, on modère, on fait des signalements pharos. Par contre, si le journal ne modère pas, c'est qu'il tolère quelque part. Donc, c'est à lui aussi d'assurer cette gestion. Il montre le niveau d'accompagnement. Voilà. Déjà, on voit qu'il est engagé. Parce que l'engagement, c'est pas juste de nous mettre dans son journal. Là, les commentaires, on est en train de faire flamber les algorithmes, etc. Donc, eux, ils y gagnent, je pense, à un moment donné. Ça me dérange, en fait, cette structure-là. Moi, je suis quand même assez... de toute façon, il y a des choses qui vont m'énerver, Joanne le sait, mais on est hyper complémentaires parce qu'elle est OK pour prendre le relais. Oui. Et je vais lui passer le relais parce qu'elle a eu son portrait dans le journal. Donc, on peut lui demander comment elle l'a vécu. Oui, comment tu as vécu cette expérience ? Ça m'a surprise. Ça m'a plu. J'étais fière de moi, en fait, de participer à ça, de partager mon parcours et de dire qui je suis. De toute façon, dans Dieppe, il y a pas mal de gens qui me connaissent. Apparemment, j'ai une tête reconnaissable. On te voit partout. Mais oui, le côté réseaux sociaux, c'est marrant. J'ai créé du coup cette semaine-là, la semaine où sont apparus nos portraits. J'ai créé un groupe avec les 2 autres membres qui ont témoigné. Dans lequel j'ai dit, moi j'ai peur en fait. J'ai peur de sortir d'un Dieppe parce que j'ai lu... Alors moi je vois un commentaire homophobe, transphobe ou qui dit ouais moi je m'identifie en tant qu'hélicoptère, machin truc. Je bloque cette personne-là et comme ça je ne vais plus jamais voir sa merde sur mon fil Facebook. Mais du coup, ça n'empêche pas la personne d'étaler sa merde. Ou de dire je peux te reconnaître ou te croiser plus tard dans la rue. Ou oui, c'est quelque chose il y a de ça aussi. Donc juste donc parce que c'est ce qu'on s'était dit avec Émilie. Enfin moi je bloque. Du coup j'ai le blocage très 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 facile et donc je bloque ces gens-là avant de les signaler ou après les avoir signalés. Et comme ça, je ne vois plus les commentaires haineux. Mais par contre, quand je sors dans la rue, quand je suis seul le soir ou même en pleine journée, je me dis putain, mais je suis reconnaissable et il y a plein de gens qui n'aiment pas, qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas les personnes trans et qui sont capables d'une grande violence. Enfin, on le sait. On sait qu'il y a des violences... sexuelles, on sait qu'il y a des violences physiques, même dans Dieppe, même si, genre, c'est sympa, tout le monde est sympa à Dieppe. Non, c'est pas vrai. Il y a des situations qui existent, qui sont déjà rencontrées. Oui. Ouais. Donc, la visibilisation sans des cadres de protection, etc., c'est de la vulnérabilité et c'est pas cool. En fait, c'est quelque chose que du coup tu n'avais pas forcément anticipé de te dire il va y avoir ça. Si tu l'avais anticipé, mais pas forcément à ce niveau-là. Ouais, je savais pas je savais pas ce que ça allait me faire physiquement. Ouais. Et j'ai mis vraiment quelques mois à me sentir à retrouver un sentiment de sécurité. Que je n'ai toujours pas à 100%. Et que je pense que, de toute façon, les femmes se sentent rarement en sécurité à 100%. Oui, il y avait d'ailleurs, je fais un aparté, mais un sondage qui avait été fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, quand on est une femme et qu'on est dans la forêt, est-ce qu'on préfère croiser un ours ou un homme ? La très grande majorité préférait croiser un ours. Bien sûr. C'est de dire le niveau d'insécurité en tant que femme qu'on peut ressentir. C'est clair. Donc, ton témoignage est très important pour illustrer aussi tout ce que ces propos haineux peuvent générer. Et franchement, je veux juste dire, moi j'ai de la chance. Moi, du coup, je suis coach thérapeutique, je suis suivi psychologiquement et je fais des co-supervisions. Moi, je suis vraiment la mieux placée pour faire ça, pour me visibiliser. Ça fait partie de mon travail. Je partage beaucoup de mon vécu sur Internet, etc. Moi, j'ai pris ce choix de vivre ouvertement, de partager ces choses-là. Mais les jeunes,
les personnes qui sont moins bien épaulées, qui sont moins bien ressourcées en termes de leur estime de soi, leur sécurité, leur bien-être à eux. Enfin, ce qui se passe sur les réseaux et sur Internet et dans d'autres pays. Enfin, on n'a même pas parlé de ce qui se passe aux États-Unis, qui va forcément arriver en France. On sait très bien que quand tu t'attaques en tant que politique aux personnes trans, surtout aux personnes trans, à la communauté LGBT, mais surtout aux personnes trans, ça te fait gagner des votes. Ça te fait gagner des votes aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, enfin partout. Ils nous prennent comme cible. Et ça fait partie de la montée du fascisme, mais voilà. Oui, qu'on a de plus en plus dans le contexte actuel aussi, Ouais. pour lequel il faut se mobiliser, d'où aussi les échanges. Voilà, et la prévention. Et la prévention. Émilie, tu voulais réagir et puis, Oui, parce que je voulais contextualiser notre mois des fiertés de l'année dernière. À partir de mai, on a quand même engagé notre collectif d'un point de vue un peu plus politique, parce qu'on avait fait un rassemblement pour lutter contre la transphobie qui avait eu lieu dans le parc François Mitterrand. Il commençait déjà à y avoir en fait ces montées en France de haine. Donc on avait commencé à axer un peu un travail de ce point de vue-là. Au mois de juin, quand on a vraiment fait ces portraits, toute cette visibilisation LGBT arc-en-ciel dans Dieppe, on était, avec les élections européennes, en train de voir que l'extrême droite prenait le pas sur d'autres partis, qui avaient vraiment cette montée en puissance. Et là, il a fallu qu'on continue, nous, à garder un peu notre sourire et notre joie de vivre, dans un mois qui était censé nous représenter positivement et expliquer d'où on vient et qu'est-ce qu'on a encore à gagner, et d'avoir des gens qui, ouvertement, nous crachaient leur haine à la gueule sur les réseaux sociaux ou même à des repas de famille, parce qu'allons-y, c'était porte ouverte à tout. Et on a enchaîné avec les élections législatives, et nous, on a eu la chance à Dieppe d'avoir un député d'extrême droite qui est passé. Donc ça a été hyper compliqué, c'est-à-dire qu'on a été quand même satisfait du travail qui a été fait au niveau national, parce que du coup, ils n'ont pas gagné tout. Mais au niveau local, on n'était pas bien. On n'était pas bien. Donc ça a été hyper compliqué en tant que personne queer, et moi, j'en ai vraiment pas dormi, parce que je pensais à moi, mais je pensais aussi à Joanne. Je pensais à Joanne, je pensais à Sean, je pensais à Iliane, qui ont eu leur tête dans le journal, et en me disant, mais ils sont capables de tout. On avait des gens qui mettaient des décomptes en disant, mais dans 3 jours, le RN passe, on va casser du PD, vous allez brûler. Et on a une autre banque qui a été vandalisée. Donc je te raconte pas le climat dans lequel on a vécu, c'était horrible. Alors il y a des gens qui nous soutiennent, mais il y en a d'autres que ça peut générer. Juste par rapport au collectif, justement, et cette politisation du collectif, donc là, les deux coordinatrices du collectif sont engagées, sont militantes, sont engagées en tout cas politiquement. Nous, on accueille toute personne qui s'identifie LGBTQIA+. Il y en a plein, surtout les mecs cis blancs gays, qui veulent que du festif. Et au début, moi, ça m'énervait. Ça me déçoit toujours, ça me frustre toujours. Mais c'est OK. Et du coup, on fait des actions et on fait des événements où c'est que festif. Si tu n'as pas envie de t'engager, si toi, ça va dans ton petit château, formidable. Reste dans ton château, viens, descends en ville, mettre des paillettes plein de cul, formidable. Nous, on va continuer ce travail politique, parce que pour moi et pour Émilie, être une personne queer en 2025, c'est forcément être politisé. On est instrumentalisé de la part des politiques sans cesse. On est des cibles politiques. Voilà. Il n'y a pas de neutralité en tant Il n'y a pas de neutralité, il ne peut pas y en avoir. Et donc ça ne veut pas dire qu'on va dire voter LFI ou voter PS ou voter qui que ce soit, mais voter surtout pas pour la haine, quoi. Oui. Et alors, parce que là je vois qu'on va arriver à la fin de notre podcast, on pourrait en faire plusieurs, c'est passionnant, il y en a encore plein de choses on parle beaucoup. Plein de choses à dire, et je pose plein de questions aussi, parce que voilà, c'est hyper intéressant. Peut-être juste pour profiter de l'effet du podcaston, toute personne qui souhaiterait vous aider le collectif, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire
Alors, ce qu'il est possible de faire dans un premier temps, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à solliciter le porte-monnaie des gens, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas une structure associative, donc on n'a pas d'aide. On n'a pas la volonté de passer en asso, donc on n'aura toujours pas d'aide en 2025, ni 2026, et bien évidemment 2027, puisqu'on restera là. On n'a pas l'intention de fermer. Donc, vous avez possibilité, quand vous allez sur nos réseaux sociaux, de trouver un lien vers une cagnotte Litchi qui vous permet de donner à hauteur de vos moyens. Ça, c'est déjà vraiment un grand merci pour ceux qui vont pouvoir le faire. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous avez des compétences particulières, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en privé et on voit comment on peut s'aborder et travailler ensemble. Ça reste aussi OK. Donc oui, apporter du soutien et matériel et de compétences et de la présence. Voilà, surtout, moi, c'est là que j'allais souligner la présence. En fait, on met en place ces actions-là, ces événements-là, et souvent, on a du monde, mais on n'a pas... On n'est jamais full, on est rarement full. Ça fait que 2 ans, ok. C'est organisé comme ça peut l'être, mais voilà, tout est limité. Mais si vous avez la possibilité de venir et que vous vous dites, genre, à une permanence, un café permaqueer, par exemple, le matin, si vous vous dites « Oh oui, j'aimerais bien, mais bon, je suis dans mon lit il pleuvote un peu », non, venez. Vraiment, venez à nos actions, venez à nos événements. Si vous êtes sur handicap, venez, rappelez-nous pourquoi on le fait, montrez-nous vos têtes et venez nous soutenir avec votre présence en plus de vos portefeuilles. Le pouvoir de l'humain et du collectif. Merci beaucoup. Je mettrai également le lien de la cagnotte dans le descriptif du podcast, parce que si toute personne en dehors de Dieppe peut donner, il n'y a pas de plafond. Vous soutenir. Voilà, c'est important de le préciser. Un grand merci pour ce partage, qui est à la fois essentiel et très riche et vraiment essentiel. Donc merci à vous. Et merci à toi. Un immense merci à Joe et Émilie pour ce partage. N'hésitez pas à les soutenir. Les différents liens figurent en descriptif de ce podcast. Et à bientôt sur les ondes. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, conseils et innovation. Je suis toute oui et impatiente.